Donc aujourd'hui, cette refonte de la NGAP s'applique avec l'avenant 7 et elle commence au 22 février prochain, donc dans une semaine. Et on va vous expliquer ce qui change et ce qui ne change pas. Donc tout d'abord, la NGAP elle est structurée de différentes façons. Il y a tout d'abord les dispositions générales pour toutes les professions et ensuite la partie pour les kinésithérapeutes. Donc les dispositions générales ne changent pas, donc notamment l'article 7 sur l'accord préalable, l'article 11 sur les actes multiples au cours de la même séance, qui ne concerne pas les kinés, l'article 13 sur les frais de déplacement et l'article 14 sur les actes effectués la nuit ou le dimanche. Donc tous ces articles ne sont pas modifiés, sont conservés tels quels. Le titre 14, traitement individuel de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, lui est modifié. Et donc ce titre 14, pour la kinésithérapie, traite les conséquences des affections. Ça a son importance pour coter les actes ensuite. Donc ce titre, il est composé en différents articles, et notamment donc, les articles 1 à 11. On commence par l'article 1er, affection orthopédique et rhumatologique, article 2, affection rhumatismale inflammatoire, article 3, paroi abdominale, etc. Donc ces articles sont inchangés non plus. Les titres et l'ordre ne sont pas changés, ce sont les mêmes que précédemment. Ce qui change, euh, ce qui change, et là je vais changer mon écran, tac tac tac, c'est le contenu de chaque article. Alors, tac, c'est celle-là. Voilà. Donc là, normalement, vous devez voir la nomenclature s'afficher à vos écrans. Euh, donc, ce qui change, voilà, c'est l'article premier. Il est beaucoup plus descriptif, c'est-à-dire que les pathologies sont listées, mais il y a une logique à la liste, c'est-à-dire on commence. Donc, article premier, c'est affection orthopédique et rhumatologique. Et ensuite, c'est divisé en rachis, membre supérieur, membre inférieur, amputation et plusieurs territoires. Donc, dans le rachis, ensuite, c'est divisé en cervical avec ou sans chirurgie, dorsal avec ou sans chirurgie, lombaire avec ou sans chirurgie, et les pathologies sous-référentielles. Donc, les pathologies sous-référentielles existaient déjà précédemment, sauf que là, elles auront une lettre clé avec un code dédié, donc elles seront facilement traçables. Donc, on a la rééducation dans la prise en charge de lombalgie commune, référentiel 15 séances, RAM 749. Après, on a rachis lombosacré sans chirurgie, rachis lombosacré avec chirurgie, rachis dorsal sans chirurgie, etc. Vous voyez, la même logique. Et après, toujours entre, il y a les pathologies sous-référentielles. Prise en charge du cervical gîton spécifique sans atteinte neurologique. Traumatisme récent du rachis cervical sans lésion neurologique. Voilà. Pareil, au membre supérieur. On a donc les pathologies sous-référentielles. Membre supérieur, donc c'est rélibération du nerf médian. Après, on part de affection du poignet ou main non opérée ou opérée. Pathologie sous-référentielle, c'est fracture de l'extrémité distale des deux os de l'avant-bras, 25 séances. Et après, non opéré, c'est sans référentiel. Bref, il y a toute une petite logique à comprendre qui permet d'arriver à la cotation. Donc là, c'est listé, donc c'est un peu compliqué, mais vous verrez que vos logiciels rendront ça assez simple, puisque justement, il y a cette logique derrière pour arriver à la cotation. Membre inférieur, même principe. On part d'un segment opéré, non opéré, et plus les pathologies sous-référentielles. Ensuite, il y a la rééducation pour tout ou partie de plusieurs membres. Donc c'est pareil. TER 949 si c'est sans chirurgie, TER 951 si c'est avec chirurgie. Déviation latérale ou sagittale du rachis. Donc voilà, c'est décomposé, lombosacré, dorsal, cervical, ou alors deux segments du rachis. Et amputation, membre supérieur, membre inférieur, ou au moins deux membres. Et ensuite, les articles suivants, article 2, article 3, article 4, donc sont beaucoup moins redécrits. Les intitulés sont les mêmes, c'est juste qu'il y a des cotations avec des variations pour tracer chaque intitulé. Ce qui change, c'est qu'il y a eu des petites modifications d'intitulé, notamment pour l'article 4 qui concerne la neurologie. Donc, il a été rajouté pour la rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives, euh, notamment des affections neurodégénératives. Ça n'existait pas. Certaines caisses réclamaient des indus parce que pour eux, la rééducation suite à un patient qui a une pathologie Alzheimer, ça ne rentrait pas dans ce cadre-là. Alors qu'évidemment, ça rentrait bien. Donc, ça a été précisé justement pour éviter ce genre d'indus.
Ce qui est ajouté aussi, c'est pour la rééducation des malades atteints d'encéphalopathie infantile du stade initial aux conséquences à l'âge adulte. Voilà, c'est écrit du stade initial aux conséquences à l'âge adulte, c'est-à-dire passé 18 ans, vous pouvez utiliser cet AMK 11 qui devient NNI 11. Il n'y aura plus de contentieux à ce sujet comme il y a pu y en avoir parfois malheureusement. L'acte ajouté, c'est l'acte de rééducation des enfants présentant une paralysie cérébrale ou polyhandicap, c'est le TER 16. Donc je vais vous l'expliquer après en détail. Sinon, la suite, c'est exactement les mêmes cotations. Hop, C'est c'est bien de le rappeler, c'est qu'il n'y a quand même pas tout qui bouge. Voilà, c'est ça que déjà, Thomas, tu voulais peut-être appuyer. tout à fait. En fait, on a vraiment l'article premier qui est beaucoup plus décrit, évidemment, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les autres articles n'ont quasiment pas bougé. Ça marche. Donc, ce qui change, suppression de l'AMC, la lettre clé AMC est supprimée. Pour les gens qui interviennent en clinique ou en structure, il n'y aura plus besoin d'utiliser l'AMC, il faudra utiliser les mêmes lettres clés que tout le monde. La lettre clé TMK est utilisée pour le télésoin. Donc, d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le 22 février. Euh, et donc, la lettre clé TMK, c'est pour le télésoin. Vous aurez juste à mettre le coefficient derrière, le même que l'acte que vous faites en télésoin. Et la lettre clé RQD pour la téléexpertise. La téléexpertise, c'est quand vous posez une question à un professionnel médical. Hop. Donc, ce qui change, c'est comme je vous ai expliqué, c'est l'acte de rééducation des enfants présentant une paralysie cérébrale ou un polyhandicap. Donc, on va s'attarder un petit peu sur cet acte. Donc, c'est un acte qui est rédigé comme ceci exactement. Donc, cet acte s'intègre au parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale. Formation adaptée, objectif de rééducation. La prescription initiale de cet acte doit émaner de l'établissement ou du service sanitaire ou médico-social coordonnant le parcours de soins du patient. Les séances d'une durée de l'ordre de 30 minutes sont adaptées aux capacités physiques de l'enfant et au rythme des autres prises en charge. Donc, c'est quoi la définition du polyhandicap? Donc, il se trouve dans le guide des maladies chroniques de la HAS en 2020. Et donc, c'est la reconnaissance officielle d'une perturbation du développement ayant abouti à des handicaps graves et multiples. Absence de marche autonome, pas de langage oral signifiant, déficience intellectuelle profonde constitue le diagnostic de la situation de polyhandicap. Donc, c'est un acte qui est coté TER 16 que vous pouvez faire à partir du 22 février. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que la prescription initiale doit venir de l'établissement ou du service sanitaire ou médico-social coordonnant le parcours de soins du patient. Ça, c'est très important. Par contre, les ordonnances suivantes, ou si vous-même vous renouvelez la prescription, ou si le médecin généraliste renouvelle la prescription, ça fonctionnera quand même à partir du moment où la prescription initiale vient de l'établissement. Ce qui change également, c'est la possibilité de facturer 2 séances le même jour. Alors avant, c'était possible grâce à la jurisprudence. On avait des tests de jurisprudence qui nous permettaient de coter 2 séances le même jour, mais certaines caisses ne reconnaissaient pas cette jurisprudence et il fallait obligatoirement aller en commission de recours amiable, voire au tribunal pour faire valoir ce droit, ce qui posait une incertitude sur votre exercice qui n'était quand même pas top. Donc aujourd'hui, c'est officiel, on peut facturer 2 séances le même jour, comme c'était prévu par l'avenant 5, puisque c'est l'avenant 5 qui le prévoyait. C'est possible à partir du moment où il y a 2 prescriptions distinctes, avec des affections au rapport avec des articles de NGAP différents, donc article 1, article 2, article 7, portant sur 2 régions anatomiques distinctes et réalisées lors de 2 séances distinctes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par prescription distincte? C'est-à-dire si sur votre ordonnance, vous avez 2 lignes telles que rééducation motrice et ensuite rééducation respiratoire, on a bien 2 prescriptions distinctes sur la même ordonnance. Mais le médecin a prescrit 2 rééducations de façon distincte. Si on a 2 papiers, c'est encore mieux. Et si on a 2 lignes, c'est parfait. C'est comme les médicaments pour les pharmacies. Et donc, article différent, ça veut dire que si vous avez 2 pathologies, 2 rééducations à faire qui sont comprises dans l'article premier, par exemple, rééducation pour une épaule, tendinopathie de l'épaule et prothèse de genou, vous ne pouvez pas coter 2 séances le même jour parce que ça fait partie du même article premier, orthopédie, rhumatologie. Donc, à partir du 22 février, il y aura une transition. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de changer toutes vos cotations en cours pour mettre les nouvelles cotations.
À partir du 22 février, euh, vous devez, pour les nouveaux traitements que vous recevez, utiliser la nouvelle NGAP. C'est logique. De toute façon, vous allez l'utiliser après. Donc, il faut s'y mettre. Vous recevez votre nouveau patient, nouveau traitement, vous le rentrez dans l'ordinateur, vous utilisez la nouvelle cotation. Par contre, concernant vos traitements en cours, vous pouvez les terminer avec l'ancienne cotation euh, pendant une période qui est de 3 mois sûrs actuellement, qu'on va pousser pour essayer de l'élargir à plus de 6 mois. Mais donc, l'objectif, c'est que on termine les traitements en cours sans changer la cotation. Par contre, tous les nouveaux traitements que vous recevez, vous changez la cotation pour utiliser la nouvelle NGAP. Par contre, il y aura une date limite qui n'est pas encore exactement connue, qui a priori sera plutôt de l'ordre de 6 mois plus tard, donc plutôt en août, où là, il faudra changer toutes vos cotations. Vous ne pourrez utiliser que la nouvelle nomenclature, mais pas au 22 février. Ce sera entre 3 et 6 mois plus tard.